Bonjour à toutes et tous, bonjour aussi à vous les enfants, parce qu'aujourd'hui, cette conférence, elle est pour vous. Alors avant de commencer cette petite conférence qui s'appelle « Mais c'est quoi le climat ?», on va commencer par se présenter tous les deux. Donc, je te laisse te présenter, Rémi, vas-y. Bienvenue et bonjour à tous, merci Paulin. Du coup, moi je suis étudiant en dernière année d'école d'ingénieur à la Télécom Physique Strasbourg. Et ça fait assez longtemps que je m'intéresse sur les questions climatiques et j'ai rejoint Avenir Climatique l'année dernière. Et je viens de finir ma formation pour vous présenter cette conférence qui officiellement s'appelle The Big Conf, à peine ce matin. Vous en jugerez par la qualité de ma prestation juste dans quelques minutes. Et donc moi je suis Paulin Renard, pour la fresque du climat je suis animateur et formateur et puis je suis aussi donc membre de cette association qui s'appelle Avenir Climatique dans laquelle je suis engagé dans le projet EduClimat. C'est un projet qui est spécialisé pour la jeunesse, pour les enfants, où on va parler de changement climatique aux enfants, on va développer des contenus. Et donc moi depuis cette année j'ai créé un petit peu avec plusieurs personnes une petite formation pour former les profs, les enseignants sur nos climakits. Nos climakits, je vais en reparler un petit peu, c'est des supports pour parler du changement climatique avec les enfants à l'école. Et sinon, je suis aussi en école d'ingénieur, je finis aussi une école d'ingénieur et je travaille, moi je viens de Grenoble où je travaille au département de l'Isère sur le plan climat là-bas. Voilà. Alors donc cette conférence, aujourd'hui, on va vous parler d'énergie, des activités humaines, du climat et puis du passage à l'action. Donc on va aborder ces 4 thématiques un petit peu, et donc ça va être assez complet. Alors, tout d'abord, pour vous présenter un petit peu l'association Avenir Climatique, donc qui est une association différente de la fresque du climat. Donc c'est une association qui a été créée en 2007 et qui a pour objectif en fait de sensibiliser le grand public à la thématique énergie et climat. Donc vraiment de faire de ce sujet une priorité nationale. Donc pour ça, il y a plusieurs éléments dans l'association. Déjà, il y a des formations tout au long de l'année, avec notamment l'académie, que justement Rémi a suivi jusqu'ici. Donc c'est 4 week-ends dans l'année où on apprend à faire cette conférence qu'on va présenter aujourd'hui, qui s'appelle la Big Conf. Il y a aussi de l'accompagnement, du conseil. Avenir Climatique a aussi développé un outil qui s'appelle Micmac, c'est un outil super cool, vous pourrez aller le tester, ça permet de faire son empreinte carbone individuelle, donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est vraiment super intéressant. Et puis enfin, l'association Avenir Climatique prépare ou participe à tout un tas d'événements, comme par exemple un camp l'été pour ses bénévoles. C'est vraiment une asso qui est très vivante, avec des gens qui sont engagés et qui ont envie de changer les choses ensemble. Donc c'est une asso qui a été fondée en 2007 et qui est pratiquement exclusivement composée de bénévoles. Et donc, comme je vous disais, dans cette association, il y a une composante importante qui s'appelle le projet EduClimat. Et en fait, le projet EduClimat, c'est vraiment parler de changement climatique et d'énergie auprès des plus jeunes, donc à partir de l'école primaire, collège et puis lycée, et donc faire en sorte que ces enjeux deviennent une priorité pour l'éducation nationale. Et donc pour ça, en fait, on développe et on diffuse des contenus qui sont vraiment ludiques, qui sont téléchargeables gratuitement, pour que justement les enseignants s'emparent de cette thématique. Donc dans ce projet du climat, il y a plusieurs pôles, plusieurs projets, notamment le projet établissement bas carbone, qui donne l'occasion en fait aux enfants directement en classe tout au long de l'année de faire le bilan carbone de leur établissement et de créer un petit peu un plan d'action. Donc c'est vraiment un cursus sur une année très très sympa. Il y a aussi les climakits, donc je vous en parlais, les climakits, il y a une version primaire, une version collège-lycée. Et justement, c'est tout un tas d'outils pédagogiques pour parler changement climatique et empreinte carbone avec les élèves en classe. Le projet EduClimat fait et accompagne aussi tout un tas d'événements, comme le Tour EduClimat, par exemple, c'est des bénévoles qui partent en vélo ou en train en France pour parler du changement climatique dans les classes. Et puis de la diffusion de contenu, donc comme je vous le disais, de la formation, par exemple, auprès des enseignants. Donc en 4 parties aujourd'hui, la conférence qu'on va vous proposer, avec tout d'abord l'énergie. Ensuite, on va regarder un petit peu du côté des activités humaines. Après, on va regarder un petit peu le lien entre justement énergie, activité humaine et puis le climat. Et enfin, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut passer à l'action une fois qu'on a compris tout ça. À toi, Rémi. Du coup, pour cette première partie, on va d'abord vous expliquer ce qu'est l'énergie et d'où vient l'énergie.
Tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, ça permet de modifier des propriétés physiques du monde, à savoir typiquement la vitesse pour les trains, la température avec le chauffage, la forme d'un objet dans l'industrie, la lumière avec l'électricité. Et donc l'énergie, c'est ce qui permet de mesurer à quel point vous changez le monde. Ça mesure la transformation du monde physique. Et donc quand vous consommez plus d'énergie, vous consommez et vous accélérez ou non la vitesse à laquelle le monde se transforme. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Il y a de l'énergie cinétique, typiquement lors de l'énergie mécanique, donc de l'énergie liée au mouvement, de l'énergie thermique, liée au chauffage typiquement, liée à de l'énergie chimique, lors des interactions et des réactions chimiques, qui se déroulent notamment lors de l'alimentation, de l'énergie électrique, celui qui est fourni par EDF notamment. Donc l'énergie est vraiment partout, et vraiment sous différentes formes, et parfois on l'oublie souvent. Il faut bien distinguer les formes d'énergie que je vous ai évoquées juste à l'instant de ce qu'on appelle les sources d'énergie. Là, vous avez sûrement entendu déjà parler des énergies renouvelables et des énergies non renouvelables. Dans renouvelables, vous avez les éoliennes, le solaire, l'hydraulique, la biomasse. Dans le côté non renouvelable, vous avez les énergies fossiles, gaz, charbon, pétrole et nucléaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire un avantage et un inconvénient pour un renouvelable et un non renouvelable? Typiquement, quel est l'avantage des renouvelables? Tiens, oui? Okay. D'accord, oui, c'est la propriété effectivement renouvelable dans le sens on peut en consommer autant et finalement il y en aura toujours sur Terre. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'avantage des énergies non renouvelables? Oui. Oui, le pétrole, quel est son avantage? Comment? Vas-y, peut-être. Plus fort? Oui, oui, effectivement, on peut le stocker, c'est quelque chose qui est très malléable et très pratique. Quels sont maintenant les inconvénients du renouvelable? Comme l'éolien ou le solaire. Un inconvénient peut-être? Oui, mon garçon. Plus fort? D'accord, oui, effectivement, c'est pas très concentré. Et un inconvénient du coup des énergies fossiles? Effectivement, c'est non renouvelable, il y a des stocks limités sur Terre. C'est exactement ce qui est écrit ici. Pour le renouvelable, c'est quasiment inépuisable, c'est peu polluant et c'est accessible facilement. Vous pourrez toujours en trouver dès que vous sortez dehors là. Et en même temps, ça a certains inconvénients qui est que c'est intermittent, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler quand il y a du vent, quand vous voulez, ou quand il y aura du soleil. Donc vous pouvez pas, voilà, quand vous voulez de l'énergie, il faudra attendre qu'il y ait du soleil ou du vent. Ça fournit peu d'énergie, c'est-à-dire que c'est très peu concentré. Et du coup, pour un usage important, il faudra vraiment massifier vos centrales de renouvelables, quoi. Pour les ressources non renouvelables, effectivement, c'est facile à stocker, c'est facile à transporter. Ça fournit beaucoup d'énergie en concentration. Mais c'est polluant, on verra pourquoi tout à l'heure, et ça crée des débats, notamment côté des déchets nucléaires. Les ressources sont effectivement limitées, on n'en aura pas, toute l'humanité n'en aura pas toute leur vie. Maintenant, on va essayer d'avoir un peu des chiffres en tête. Pour cuire un gâteau pendant 1 heure, il vous faut en fait 10 cyclistes qui pédalent pendant 1 heure. Donc vous imaginez si on n'avait pas du tout d'énergie qu'autre que mécanique, que des forces humaines, il faudrait 10 cyclistes à chaque fois que vous faites un gâteau. Ce qui n'est pas très pratique à transporter quand même, 10 cyclistes. Ce que vous avez comme équivalent en source d'énergie, c'est par exemple 50 mètres carrés de panneaux solaires que vous mettez au soleil et qui captent les rayons du soleil pendant 1 heure. Ça peut cuire un gâteau pendant 1 heure. Vous avez l'éolienne, pareil, de 5 mètres de diamètre qui tourne pendant 1 heure. Vous pouvez prendre une bûche de bois, ça vous semble cohérent.
une canette de pétrole. Juste une canette, vous vous mettez dans votre poche, vous la sortez, et vous pouvez cuire un gâteau pendant 1 heure. Et juste une petite pincée d'uranium, vous le mettez dans une centrale, ça vous cuit votre gâteau. Le truc, c'est que la raison pour laquelle en fait, on a préféré ne pas utiliser des humains pour faire votre gâteau et qu'on a remplacé ça par d'autres sources d'énergie, c'est parce que les cyclistes, ça coûte cher. Si vous prenez le salaire le plus bas, à savoir le salaire minimal, le SMIC, disons 10 euros par heure, si un cycliste travaille 10 euros par heure, 10 cyclistes, ça va vous coûter 100 euros pour cuire un gâteau. Si vous prenez votre prise et vous branchez votre four à la prise locale, ça va vous coûter 10 centimes. Il y a quand même un facteur 1000, autant vous dire qu'on va prendre une prise d'électricité plutôt. Donc c'est là qu'on voit vraiment l'ampleur des sources d'énergie et pourquoi on utilise ces sources d'énergie aujourd'hui. Voilà, pour résumer, du coup, l'énergie, ça mesure à quel point vous changez le monde, et l'énergie est surtout partout sous différentes formes. Toutes les énergies ne se valent pas, elles ont toutes des inconvénients et des avantages. Il est plus pratique et moins coûteux d'utiliser une prise électrique que des cyclistes. Alors maintenant qu'on a regardé un petit peu ce que c'est et qu'on a essayé de comprendre ce que c'est l'énergie, on va parler des activités humaines. On va essayer de répondre à la question à quoi sert l'énergie et puis quelles sont nos activités humaines aujourd'hui, quel est l'impact, quelle est la dépendance de nos activités envers l'énergie. Alors déjà une première question, est-ce que vous savez à quoi ça sert l'énergie? On a essayé un peu d'y répondre, mais est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets de qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie? Vas-y. Comment? Attends, Ouais, ça nous aide un peu à vivre, ok. Est-ce qu'on a d'autres idées? Vas-y. À se déplacer plus rapidement, ouais. Est-ce que vous avez des exemples encore plus concrets? Dans votre quotidien. Dans votre quotidien, ouais. Communiquer, Ouais, comment communiquer avec quoi? les téléphones, Ouais, par exemple, tout à fait. On a besoin d'électricité pour recharger notre téléphone et communiquer. En effet, il y a vraiment beaucoup d'usages de l'énergie. Alors pour ça, il y a plusieurs sources. On a vu par exemple le nucléaire qui va nous permettre de faire de l'électricité en France et donc de recharger notre téléphone. On va aussi utiliser par exemple du gaz pour faire la cuisine, pour pouvoir faire mijoter nos pâtes. On va aussi utiliser par exemple du charbon pour pouvoir faire fonctionner nos usines, créer par exemple de l'aluminium, du ciment, etc. Et puis du pétrole, ça va nous permettre de rouler dans notre voiture, on va remplir le réservoir et puis ensuite on va brûler notre pétrole et on va pouvoir se déplacer. Donc on voit que l'énergie a des usages énergétiques, comme on l'a vu avant, on le brûle et ça nous donne de l'énergie. Mais des fois on utilise l'énergie pas que pour ça. On peut aussi utiliser l'énergie, donc par exemple le pétrole, pour faire autre chose. Comme on peut le voir ici, avec du pétrole, on peut aussi faire du textile synthétique, par exemple, des t-shirts un peu en synthétique. On peut faire aussi du plastique. Donc, on n'utilise pas forcément le pétrole que pour son usage énergétique quand on le brûle et qu'on l'utilise dans une voiture. On l'utilise aussi pour un tas d'autres choses, les cosmétiques, les médicaments, et puis même pour faire des engrais agricoles, on a besoin aussi de pétrole. Donc on voit que le pétrole aujourd'hui, on va en avoir besoin dans tout un panel de choses et vraiment ça va nous servir au quotidien et on ne le sait pas forcément. Tu vois par exemple là tu es en train de boire avec une bouteille, et on a utilisé du plastique pour la faire. Pas du plastique, du pétrole, tout à fait. Ici c'est assez marrant, on a une photographie où une famille américaine a sorti tout ce qu'ils avaient dans leur maison, ils ont tout sorti, ils ont mis ça dans leur jardin et puis ils se sont pris en photo avec tout ce qu'ils ont chez eux. Et comme on peut le voir, il y a du plastique partout. Vraiment, vraiment partout. Et donc ça aussi, ça nous montre à quel point le pétrole est omniprésent dans notre vie. Si vous voulez faire un petit exercice aussi, que je trouve assez intéressant, c'est essayer de trouver quelque chose qui est arrivé chez vous sans pétrole. Vous pouvez essayer de réfléchir, c'est pas facile à trouver. Alors comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à utiliser autant d'énergie fossile? Et en fait, au début, nous les humains, on n'avait pas en fait toute cette énergie. Donc qu'est-ce qu'on utilisait? On utilisait la force de nos petits bras.
Et puis avec ça, on fabriquait des chaussures, on faisait de l'agriculture, etc. Et puis à un moment, on s'est dit, ça va bien de bosser comme ça. Il y a les animaux qui peuvent nous aider. Du coup, on a utilisé les animaux pour pouvoir, pour nous tirer avec des charrettes. On a utilisé des animaux pour pouvoir labourer nos champs, etc. Et puis un beau jour, on a découvert les énergies fossiles. Et à partir de ce moment-là, on a pu faire rouler des machines à vapeur. On a pu aujourd'hui faire rouler des tracteurs, même faire voler des avions. Des choses vraiment incroyables. Alors là, on va passer un petit peu plus de temps, on va essayer de regarder ce graphique et de le comprendre. On voit que tout en bas, on a les années qui défilent entre 1850 et 2010. Et puis, on voit que la courbe en jaune, c'est l'évolution de la population dans le monde. Et donc, on va regarder du coup à partir de 1930, 1940, c'est pour vous les enfants, c'est à peu près la date de la naissance de vos grands-parents. Donc à cette époque-là, quand vos grands-parents y sont nés, sur Terre, il y avait à peu près 2,3 milliards d'habitants. 2,3 milliards d'habitants. Ensuite, quand vos parents qui sont là à côté de vous, ils sont nés, c'était à peu près dans les années 70, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, il y avait 4 milliards d'habitants. Donc déjà, 2 fois plus. Et ensuite, quand vous êtes nés, à peu près dans les années 2000, dans les années 2000, 2005, voilà, à peu près dans ces eaux-là, à ce moment-là, il y avait encore plus d'habitants, il y avait plus de 6 milliards d'habitants, et aujourd'hui, on est plus de 7 milliards d'habitants. Donc vous voyez que c'est incroyable, cette courbe justement, depuis les années 1940, on est passé de 2,3 milliards d'habitants à peu près, à aujourd'hui plus de 7 milliards. Donc là, vraiment, la population mondiale a explosé. Forcément, pour répondre à ces besoins, comme on l'a vu, nos activités humaines demandent de l'énergie. Donc, notre consommation d'énergie, elle a aussi augmenté. Alors, ce qu'on peut voir un petit peu ici sur le graphique, c'est que tout en bas, en fait, en vert, on a la consommation de bois. Donc ça, le bois, on en a depuis toujours, on en utilise depuis toujours. Et on voit que, en fait, depuis 1850, on utilise toujours du bois dans le monde. Et ça n'a pas bougé. Par contre, ce qui a bougé, c'est qu'à partir de 1870, on a commencé à vraiment utiliser beaucoup plus d'énergie, du charbon, tout d'abord, qu'on voit en marron. Ensuite, on a commencé à utiliser du pétrole, qu'on voit en noir. Et puis ensuite, du gaz aussi, qui est aussi une autre énergie fossile. Et donc ces 3 énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, aujourd'hui, ça représente plus de 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde. Ça représente 80% de l'énergie dans le monde. Et puis aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois, chaque nouvelle énergie qui arrivait, en fait, elle s'est superposée aux autres. Elle n'est pas venue se substituer. Donc en fait, c'est pas comme si on avait toujours la même consommation d'énergie et puis qu'on avait remplacé les énergies par d'autres. Juste, on a rajouté des consommations d'énergie de plus en plus. Et puis, ce dont on entend tout le temps parler, les énergies renouvelables. Est-ce que vous avez une petite idée là des énergies renouvelables? Vous pouvez m'en citer? Vas-y. Les éoliennes? Ouais. La biomasse. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Du coup, il y a les éoliennes, il y a la biomasse. Vas-y, t'as encore une idée? L'énergie solaire. Oui, tout à fait, l'énergie solaire. Et puis il y a aussi l'énergie hydraulique. Alors la biomasse, donc ça c'est le bois, on l'a mis tout en bas, c'est le vert. Et sinon, les autres, donc l'hydraulique qu'on voit là-haut, l'éolienne et puis le solaire, tout ça, ça représente une toute petite part en fait de l'énergie qu'on consomme dans le monde. Ça représente moins de 5% de l'énergie qu'on consomme dans le monde. Donc on en parle beaucoup, mais ça représente encore très très peu de la part de l'énergie qu'on consomme dans le monde. Alors on a vu que la population mondiale a augmenté, la consommation d'énergie mondiale a augmenté, mais comment ça se répartit? Aujourd'hui, il y a une inégalité au niveau de la répartition de la consommation dans le monde de cette énergie. Donc on voit ici la consommation d'énergie mondiale dans ce graphique pour un habitant en moyenne du Cambodge, un habitant du monde en moyenne, sur un habitant en France et un habitant aux États-Unis. Et donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que en France, on consomme 2 fois plus d'énergie en moyenne qu'un habitant dans le monde en moyenne. Donc déjà, on voit qu'on a accès à beaucoup plus d'énergie. Et on peut voir en plus des inégalités encore plus fortes, par exemple les États-Unis, qui consomment à peu près 14 fois plus d'énergie par personne qu'un habitant au Cambodge. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment une inégalité au niveau de la répartition et que certains pays ont accès à beaucoup plus d'énergie que d'autres.
Alors malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand on utilise des énergies fossiles? On a vu que c'était génial parce qu'avec une petite canette de pétrole, on peut cuire un gâteau, mais on émet aussi du CO2. Et le CO2, c'est un gaz à effet de serre. On va essayer de comprendre un petit peu après ce que c'est l'effet de serre. Et il existe d'autres gaz à effet de serre. Il y a le CO2 que vous connaissez, mais il y a peut-être aussi le méthane et le protoxyde d'azote que vous connaissez. Le méthane, ça vient de la digestion des vaches. Quand on élève des vaches, eh ben, quand elles digèrent, elles vont rôter et elles vont émettre du méthane. Et puis il y a aussi le protoxyde d'azote. Quand on fait des champs de l'agriculture, on va émettre des engrais. Et là, justement, il va y avoir des émissions de protoxyde d'azote. Donc ce sont d'autres gaz à effet de serre. Pour résumer un petit peu cette partie, du coup, sur les activités humaines, donc on voit que les énergies fossiles ont vraiment changé notre mode de vie, qu'elles sont partout, les énergies fossiles. C'est plus de 80% de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, donc le pétrole, le gaz et le charbon. On voit aussi qu'il y a vraiment une répartition inégale de cette consommation de l'énergie dans le monde aujourd'hui, avec, on l'a vu, certains pays favorisés comme le nôtre, et puis certains pays plutôt défavorisés. Et puis enfin, lorsqu'on consomme des énergies fossiles, on a ce petit souci que ça va émettre des gaz à effet de serre. Alors, vous avez vu qu'on a parlé de l'énergie, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le climat. Pourquoi on a parlé d'énergie? Pour comprendre déjà, il faut bien comprendre le fonctionnement du système climatique. Ensuite, Paulin va vous présenter les conséquences du changement climatique. Déjà, un premier point important pour bien distinguer, au cas où si on vous fait la remarque. Selon vous, quelle est la différence entre le climat et la météo? Oui? La météo, c'est sur des petites distances sur un temps limité. Et le climat, c'est sur une grande période de temps, dans de grandes distances. Bon, je crois que tu peux faire la conférence pour moi. C'est exactement ça. J'ai rien à redire de plus. Je pense que je vais passer la slide. Donc effectivement, pour répéter un peu, la météo, c'est ponctuel sur un jour donné, une heure donnée, sur une ville spécifique, comme vous pouvez avoir la météo au journal du dimanche, au journal du soir. Et le climat, c'est vraiment des études. On va essayer de voir les mêmes propriétés physiques, la température, la précipitation dans l'atmosphère, qui sont plus sur de longues durées, environ 30 ans, et sur des régions beaucoup plus importantes. On parle bien de régions climatiques. Donc ça, c'est un point important pour bien distinguer les deux, qu'on ne confonde pas les deux quand on vous dit « Ah, il fait plus chaud aujourd'hui, il fait plus froid en été, comme quoi il n'y a pas de réchauffement climatique ». Du coup, ok, on a vu que l'énergie, ça émet des effets de serre. Ça émet des gaz à effet de serre. Mais c'est quoi l'effet de serre en fait? Oui, vas-y, je crois que tu avais bien envie d'en parler. L'effet de serre, c'est une sorte de grosse couverture qui enveloppe la Terre. Et donc quand le Soleil va mettre une sorte de gaz, et ça va faire comme des zigzags jusqu'à... Effectivement, il y a des zigzags. Mais du coup, c'est bien vu. L'effet de serre, c'est effectivement comme une couverture sur la Terre. Et c'est des molécules dans l'air qu'on a émis qui vont capturer la chaleur qu'a transmis finalement le Soleil. Elle va être capturée et elle va être absorbée en partie par la Terre, elle va être émise par la Terre. Et ça va être piégé, et c'est pour ça qu'on parle d'effet de serre. C'est comme les serres pour là où on cultive nos tomates. Selon vous, quel est l'écart de température entre aujourd'hui et la dernière ère glaciaire, c'est-à-dire il y a 100 000 ans? A. 10 000 ans, pardon. Lapsus. A, moins 50 degrés. B, moins 5 degrés. C, 0. D, moins 15 degrés. Qui dit A? Moins 50. Ok. Qui dit B? Qui dit C? Qui dit D? Ok. Bon, je crois qu'il y avait une bonne partie qui disait B. Effectivement, il n'y a que 5 degrés de différence entre l'ère glaciaire et aujourd'hui. Et donc, la Terre s'est échauffée pendant 10 000 ans de seulement 5 degrés.
seulement. Et donc, pour bien comprendre ces phénomènes de réchauffement, il faut bien en prendre en compte ce qui constitue le système climatique. Mais c'est quoi le système climatique? C'est plusieurs aspects. On va prendre le système Terre, on va prendre les surfaces de la Terre, on va étudier l'atmosphère, l'eau sur Terre dans les océans et des mers, la biosphère, c'est-à-dire les êtres vivants, et la glace, qu'on appelle ici cryosphère. Et quand vous étudiez ce système climatique, vous avez étudié ça, vous avez regardé quelle était l'histoire auparavant de ce système climatique sur Terre, et vous avez rajouté les activités humaines et voir si, avec ou sans, ça a eu une influence ou pas, si justement on aurait possiblement un impact des activités humaines sur le climat. Et pour ça, il faut se baser sur des faits les plus tangibles possibles. Donc du coup, l'hypothèse de notre conférence, c'est qu'on va se baser essentiellement sur les experts et sur le consensus scientifique. Ça tombe bien, on a un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat à l'ONU qui s'occupe de justement non pas de rédiger des papiers scientifiques, mais de seulement compiler et de faire des résumés des études internationales sur le climat. Et donc à partir de ça, ça va être validé. Il y a tout un processus de validation pour qu'on vérifie vraiment que tout le monde soit d'accord au niveau des experts sur quel impact peut avoir le climat sur nous et d'où vient cette évolution du climat. Ce que nous dit les rapports du GIEC, c'est que les activités humaines sont responsables de l'accélération du changement climatique. Plus la température augmente, plus les risques deviennent importants et imprévisibles. C'est aussi pour ça qu'on s'en inquiète un peu. Ce que nous dit le GIEC, c'est que d'ici à 2100, on aurait potentiellement une augmentation de température de plus de 5 degrés par rapport à l'ère thermo-industrielle, c'est-à-dire à 1800. En fait, ce qui est important, c'est pas tant les 5 degrés supplémentaires ou pas, c'est qu'on a fait les 5 degrés, on va faire les 5 degrés potentiellement en un siècle, alors que de l'ère glaciaire à nos jours, on aurait augmenté seulement de 0,5 degrés par siècle. C'est quand même une vitesse de changement de climat et de température colossale. Et c'est la vitesse à laquelle on change le monde qui est important là-dedans. Alors remarquez que si on n'avait pas l'effet de serre, parce que l'effet de serre, ça reste quelque chose de bénéfique, on aurait moins 18 degrés sur Terre et on ne pourrait pas vivre. Ce qui est important là, c'est de bien distinguer l'effet de serre naturel de l'effet de serre anthropique qui sont dus aux activités humaines. Donc, selon vous, qu'est-ce qui provoque l'émission de gaz à effet de serre? A, de brûler des énergies fossiles. B, les marées. C, la digestion des ruminants, c'est-à-dire des vaches. D, le rayonnement cosmique. Qui pense que brûler des énergies fossiles provoque l'émission de gaz à effet de serre? Ok. Qui pense que ce sont les marées qui provoquent les émissions de gaz à effet de serre? Qui pense que la digestion des vaches émet des effets de serre? Des effets de serre, ok. Est-ce que le rayonnement cosmique a un rapport avec le climat? Ok. Ok, effectivement, c'est bien brûler des énergies fossiles et le fait que les vaches rotent plus qu'elles ne pètent, qui fait que lors de ces rots, elle émet aussi du méthane, c'est un gaz à effet de serre, et brûler des énergies fossiles, ça émet en bonne partie du CO2, du dioxyde de carbone. Quelles conséquences maintenant, Paulin? Alors les conséquences ne sont pas forcément réjouissantes. Alors on va essayer de regarder un petit peu quelles sont les conséquences du changement climatique sur la France. Donc ici c'est une carte que je vous ai apportée de l'Observatoire national sur l'évolution du réchauffement climatique. C'est une agence française qui regarde qu'est-ce qui va se passer s'il y a le changement climatique en France, tout simplement. Et donc cette carte, elle nous dit plusieurs choses. Elle nous dit déjà que d'après nos observations, en fait, depuis les 30 dernières années à peu près, avant ça, je vais vous poser une question. Qui aime bien le ski parmi vous? Il y a des amateurs de ski.
Et on a un petit souci avec le ski, c'est que justement, le changement climatique, ça perturbe la quantité de neige qui arrive dans nos montagnes. Moi, j'habite à Grenoble, et juste à côté de chez moi, il y a un endroit qui s'appelle Col de Porte. Vous voyez, c'est marqué juste sur cette slide. Et donc, Col de Porte, c'est un endroit, c'est un observatoire où ils vont regarder la quantité de neige, et ils regardent depuis 1960, donc depuis longtemps. Et ils ont remarqué qu'au cours des 30 dernières années, il y a 40 cm de neige qui est tombée en moins sur 30 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment une réduction de la quantité de neige qui arrive dans nos montagnes. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que d'après cette étude, en fait, d'ici 2050, la moitié des forêts en France devraient être exposées tous les étés à des risques d'incendie qui seraient assez élevés. On a aussi l'arrivée des moustiques. Vous aimez les moustiques ? Non, pas trop, non, moi non plus. Et justement, là, on a des moustiques tigres. C'est des moustiques qui vivent dans des zones tropicales, qui peuvent transmettre des maladies comme la dengue, par exemple. Et ils arrivent de plus en plus dans les régions, dans nos départements français. La France peut et est aussi de plus en plus touchée par des sécheresses. On le voit un petit peu tous les ans aux infos, on nous dit ouais, ce printemps c'est encore plus sec que l'année d'avant, et puis on a aussi des perturbations avec des gelées qui interviennent encore de plus en plus tard justement dans nos printemps. Et ça a un impact directement sur l'agriculture, et on voit qu'en fait depuis les 35 dernières années, les rendements agricoles ont augmenté parce qu'on avait des super engrais, etc. Et là en fait on arrive dans une phase où les rendements agricoles commencent à stagner à cause justement des conséquences du réchauffement climatique. Si on voit aussi sur le reste de la France, on a aussi des petites icônes avec notamment des submersions sur les côtes qui arrivent avec de l'érosion. Donc c'est-à-dire que les côtes sont attaquées par la montée des eaux. Et puis on va avoir aussi des crues. Voilà. On a d'autres conséquences qui arrivent en France à cause du réchauffement climatique. Donc ça, voilà, c'est des conséquences qu'on connaît, qu'on voit, et on les anticipe. Donc il va falloir s'adapter à ces conséquences-là. Si on regarde du côté du monde, dans le reste du monde, on voit qu'il y a d'autres conséquences. Et on voit que, donc nous, notre pays, on a vu déjà quelques conséquences, mais on voit sur cette carte que nous, on est un pays qui est en gris. Donc ça veut dire que l'effet du changement climatique sur notre pays reste limité. Et on voit qu'il y a d'autres pays qui sont dans une autre couleur, donc soit jaune, soit rouge, et eux, ils vont subir des conséquences du changement climatique qui seront soit plus élevées, soit encore plus extrêmes. Et malheureusement, ce qu'on voit sur cette carte, c'est que ce sont des pays qui sont en voie de développement, qui sont les pays plus pauvres que des pays comme le nôtre. On voit que du coup, il y a l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie du Sud-Ouest. Donc ça, c'est pour montrer aussi, pour voir un petit peu quels seront les pays les plus impactés par le changement climatique. Pour finir un petit peu sur cette troisième partie qui était, dont le thème était le climat, donc on a vu qu'il y avait nos activités humaines se sont intensifiées avec une augmentation de la consommation des énergies fossiles, et puis que du coup il y avait une accélération du changement climatique. Et donc à cause de cette accélération du changement climatique, la température de la Terre augmente et on a tout un tas de conséquences comme je viens de les citer. Du coup, on a vu à quel point c'était nos énergies, on utilisait beaucoup d'énergie qui émettait énormément, qui avait des impacts quand même catastrophiques sur le climat et sur nous. Mais du coup, comment faire et comment agir à notre échelle ? On va parler des gestes individuels, mais aussi des actions collectives, parce qu'il faut se mobiliser tous ensemble. On a quelque chose qui nous donne des objectifs. En 2015, il y a eu l'accord de Paris, qui a fixé que chaque nation devait faire en sorte de ne pas collectivement essayer de dépasser les 2 degrés. Alors que les recommandations scientifiques du GIEC disent déjà qu'au-delà des 1,5 degrés, c'est déjà des conséquences qui sont assez graves. Si on applique les politiques actuelles qui sont dans chaque pays, on aurait une augmentation de au moins 2 degrés, voire jusqu'à 5 degrés. Si on suit en réalité, parce qu'il y a une différence entre ce qui est écrit sur le papier des lois, les trucs compliqués un peu qu'on voit à la télé, là, et si on suit ce qui est écrit, ce que disent la télé, et que finalement on regarde vraiment ce qui se passe dans nos modes d'organisation actuels, on irait plutôt entre 4 et 7 degrés. C'est plutôt
c'est plutôt alarmant. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'a pas envie de vivre dans un monde qui serait extrêmement chaud, où il y aurait des disputes ingérables entre les pays, individuellement et collectivement. Bien, on peut se dire, ouais, mais moi, à mon échelle, je peux rien faire. Moi, qu'est-ce que je suis dans l'océan du monde, l'océan des gens? Figurez-vous que selon le rapport de Carbone 4 qui s'appelle Faire sa part, l'action individuelle représente en réalité 25 à 45% des efforts à faire. Du coup, et selon ce serait du coup une part quand même importante, qui n'est pas négligeable, qui n'est pas rien non plus, et qui, en revanche, n'est pas suffisant. Si on fait que individuellement, ça ne suffira pas. Si on ne fait que collectivement, ça ne suffira pas non plus. Il faut faire les deux en même temps. Donc qu'est-ce qu'on peut faire déjà individuellement? Si on suit les accords de Paris, il faudrait passer, pour un Français moyen qui émet aujourd'hui 11 tonnes équivalent CO2 par an, il faudrait qu'il divise par 6 ses émissions de gaz à effet de serre, donc l'énergie fossile qu'il consomme. Donc par 5 ou 6. Et donc il atteindrait à peu près en moyenne par an seulement 2 tonnes équivalent CO2 d'émissions. Du côté des logements, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous prenez un logement moyen aujourd'hui en France qui est chauffé aux énergies fossiles, il émet à peu près 2 tonnes. 2 tonnes d'équivalent CO2. C'est exactement le budget annuel d'une personne normalement pour les objectifs des accords de Paris. Donc du coup, juste en ayant un logement mais en ne faisant rien d'autre de sa vie, on dépasse déjà notre budget. Si maintenant on commence à baisser la température, ne serait-ce que de 1 degré, on baisse quand même drastiquement de 7 à 8% l'usage du gaz pour chauffer. Et dans ce cas-là, on peut drastiquement déjà diminuer de à peu près un quart, si on imagine une baisse de température importante, pour ne pas dépasser les barres de l'accord de Paris. Si maintenant on rénove, vous savez qu'il y a une bonne partie des logements français qui sont des grosses passoires thermiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaleur, il n'y a pas de pull autour des maisons, il faut mettre plus de pulls sur les maisons, grossièrement. Si maintenant vous faites les deux en même temps, si vous baissez le chauffage, parce qu'en France ça va, le climat, c'est pas si froid que ça, on peut penser à baisser un peu, on ne le sentira même pas au niveau de nos corps, au niveau de la peau. On pourrait faire les deux en même temps, et rénover, mettre des pulls en plus sur les maisons, et baisser la température nominale de vos chaudières. Du côté de l'alimentation, à votre avis, du point de vue des gaz à effet de serre, est-ce qu'il est plus raisonnable de manger A, local, mais pas nécessairement de saison, B, uniquement ce que vend le supermarché le plus proche de chez vous, C, de saison, mais pas forcément local, D, des produits uniquement d'origine biologique? Ok, on réfléchit un peu. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux pour les gaz à effet de serre de manger local, mais pas nécessairement de saison? Qui lève la main? Ok, pas mal. Est-ce que vous pensez qu'il faut uniquement acheter ce que vend le supermarché le plus proche de chez vous? Est-ce qu'il faut manger de saison mais pas forcément local? Ok, pas mal. Est-ce que D, c'est plutôt des produits uniquement d'origine bio? D'accord, ok. Bien, il s'avère que c'est plutôt manger de saison mais pas forcément local. Vous prenez par exemple la tomate. Elle est locale, mais si vous l'élevez en hiver, c'est pas du tout la saison. Du coup, vous allez l'élever sous serre, et les serres, elles vont consommer beaucoup d'énergie pour être chauffées. Du coup, il vaut mieux manger une banane qui vient de loin, mais qui soit de saison dans le pays où il a été produit, que de manger une tomate bio ou locale, mais pas nécessairement de saison. Voilà. Mais il n'y a pas que les légumes dans toute l'histoire. Si vous prenez par exemple une personne moyenne qui pourrait manger un repas par jour à base de viande rouge, c'est-à-dire un repas, il y a 3 repas dans la journée. Si dans un repas, sur les 3, vous mangez de la viande rouge, c'est-à-dire le bœuf, l'agneau, et vous explosez votre budget annuel en termes d'émissions de CO2. Du coup, dans l'idée,
Si vous voulez vraiment manger de la viande rouge et ne respecter les accords de Paris, il faudrait ne plus vivre à part manger de la viande. Bon, ok, c'est pas la même manière de dire ça, mais il faudrait en soi effectivement penser à peut-être voir des alternatives. Si on prend la viande blanche typiquement, il y a quand même un écart important. Qu'est-ce que la viande blanche? C'est le poulet et le porc. C'est des plus petits animaux, du coup ils sont plus efficaces en termes d'énergie consommée pour leur masse musculaire et masse de chair. Donc déjà peut-être penser à passer de la viande rouge à la viande blanche. Et celle-là c'est toujours un repas par jour, donc c'est déjà pas mal. Si maintenant vous passez au végétarisme, là, vous remarquez que vous avez de la place pour tout le reste des activités humaines, à savoir le logement, le transport, etc. Et là, c'est assez drastique. Alors après l'alimentation, on va regarder un peu le transport. Justement, si on regarde un peu du côté de l'avion, 8 heures d'avion, donc juste pour partir en vacances, ça représente à peu près 1,5 tonnes d'émissions de CO2. Donc on a presque atteint notre budget annuel si on veut respecter l'accord de Paris. Alors, si on prend la voiture, pareil, on est à peu près à plus de 1,5 tonnes. Si on prend la voiture 30 minutes par jour par personne, enfin juste si on est tout seul dans notre voiture, pareil, on est à plus de 1,5 tonnes de CO2 sur un an. Alors pour ça, plusieurs solutions. On peut monter à plusieurs dans la même voiture, ça marche. On diminue, on divise par le nombre de passagers. Donc là, s'il y a 3 personnes, on divise par 3 et hop, on passe de 1,5 tonne à plus que 500 kg de CO2 par personne. Donc ça, c'est déjà un bon moyen de réduire notre impact. Monter à plus dans le même transport. Ce qu'on peut faire aussi, c'est changer de mode de transport. Au lieu de prendre par exemple l'avion, on peut prendre le train. Le train, par exemple, on voit là on peut faire 250 fois l'aller-retour Paris-Lyon, et ça émet quand même 3 fois moins de CO2 que de prendre juste l'avion pendant 8 heures. C'est quand même un truc impressionnant. Donc prendre l'avion, c'est une très bonne solution pour partir en vacances, par exemple, et émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre que de prendre l'avion. On peut regarder aussi du côté des biens et des services. Alors on a les services publics par exemple. Les services publics, c'est quelque chose qu'on partage tous. C'est l'école pour les enfants, c'est les hôpitaux pour tout le monde, c'est les pompiers, la police, l'armée, etc. L'administration publique. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage tous. On profite tous de ces services-là. Donc on a tous, dans notre empreinte carbone, un petit peu d'émissions de CO2 pour bénéficier de ces services publics. Et ça, on voit que ça représente aujourd'hui pratiquement 1,3 tonnes de CO2. Donc c'est déjà quelque chose de très important, qu'il va falloir du coup essayer de décarboner pour garder un niveau de service qui reste acceptable, pour pouvoir toujours aller à l'école, mais que ça émette moins de CO2. Et puis un autre petit geste auquel on peut penser, c'est d'acheter du matériel qui soit reconditionné, qui soit réutilisé. Par exemple, acheter un téléphone sur Back Market, par exemple, ou aller sur Le Bon Coin pour acheter des choses qui sont à réutiliser. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent permettre de limiter notre empreinte carbone. Alors, donc, si on refait un petit peu la démarche pour voir comment on peut limiter notre empreinte carbone, c'est pas mal de suivre ces 3 étapes. Tout d'abord, essayer de viser la sobriété, donc c'est-à-dire qu'on limite en fait nos usages. On essaye de réduire nos usages, donc on se déplace soit un petit peu moins, soit on réduit la température de chauffage dans notre maison. On peut aussi améliorer l'efficacité de ce qu'on utilise. Donc par exemple, utiliser un transport en commun, on est plus efficace, on met plus de personnes dans le même transport. Ou alors changer de chaudière pour avoir quelque chose de plus efficace. Et puis après, toute l'énergie qui reste, qu'est-ce qu'on fait? On la remplace et on prend un moyen de production d'énergie du coup qui est décarboné. Donc par exemple l'électricité nucléaire en France, ou alors un chauffage par exemple au bois. Alors on a vu ici qu'on avait un premier moyen de passer à l'action. Donc comme nous l'a dit Rémi, c'est la manière individuelle, avec toutes les petites actions qu'on a vues dans les domaines de l'alimentation, des biens, des transports, etc. Plein de manières de passer à l'action de manière individuelle, de limiter notre empreinte. Mais il n'y a pas que l'aspect individuel. On a aussi des copains, des amis, des familles, et on peut faire des trucs tous ensemble. Vous, par exemple, les enfants à l'école, vous pouvez faire des trucs aussi, des trucs super cool. Par exemple,
on peut faire des ateliers de sensibilisation. On peut, avec vos amis, faire des petits ateliers pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le changement climatique, qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone. Vous pouvez aussi devenir éco-délégué. Depuis cette année, il y a des éco-délégués dans les écoles. Et ça, c'est super. Vous pouvez aussi vous impliquer pour l'environnement dans votre école. Vous pouvez aussi faire le bilan carbone de votre école, par exemple, ou faire des petits challenges. Et puis après l'école, que ce soit pour vous les enfants, mais aussi pour vous les plus grands, les parents, vous pouvez aussi vous investir dans des associations. Alors par exemple, chez nous, chez EduClimat, on a plein de choses à vous proposer si vous avez envie de nous rejoindre. On crée par exemple des contenus avec des jeux super sympas, super ludiques pour justement répondre à ces enjeux. On fait de la sensibilisation en allant dans les classes. On fait aussi de la formation auprès des professeurs. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez tenter l'aventure chez EduClimat pour donner un petit peu de votre temps et participer à l'un des plus grands enjeux du moment qui est former la jeunesse au changement climatique, vous pouvez venir discuter avec moi à la fin. Ce sera avec un grand plaisir. Mais il n'y a pas que s'engager chez EduClimat. Vous pouvez aussi faire plein d'autres choses. Il existe 1000 façons de se mobiliser et c'est à vous vraiment de trouver celle qui vous tente. Vous pouvez manifester, vous pouvez faire un don, vous pouvez aller toquer à la porte de vos élus pour leur parler du changement climatique. Vous pouvez faire des actions en justice aussi. Et puis vous pouvez former aussi, par exemple, les enfants. Il y a vraiment 1001 manières de s'investir pour le climat. Donc ça, c'est ce qui est plutôt de l'ordre du passage à l'action de manière collective. Donc pour faire une petite conclusion ici, donc comme on a vu, deux manières de passer à l'action, plutôt de manière individuelle et plutôt de manière collective. On a vu que l'un ne va pas sans l'autre, il faut qu'on fasse les deux, et il faut qu'on fasse les deux avec le sourire. Ce qui est surtout super important, c'est de garder le sourire quand on fait ça, et c'est pour ça qu'on se dit qu'en fait, même sans pétrole, la vie, elle reste incroyable. Franchement, même sans pétrole, on peut continuer à faire un tas de trucs super cool. Et le changement climatique, même avec lui, on pourra continuer à faire un tas de trucs super cool. Franchement, on peut continuer à aller sur les plages, à se baigner dans la mer. On peut continuer à prendre notre vélo, à sortir et à traverser la France en vélo. On peut continuer à rigoler, à manger un barbecue avec notre famille. On peut continuer à faire du jardinage, à mettre les mains dans la terre. On peut aussi reprendre, le jardinage, faire de la guitare, faire de la lecture. En tout cas, ce qu'on vous montre ici, c'est que peu importe le changement climatique et même notre changement de mode de vie en essayant de réduire notre empreinte carbone, la vie reste géniale et en tout cas, on peut vraiment avoir de l'espoir et avoir envie de continuer dans tout ça. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, on peut répondre à vos questions. Et si ça vous intéresse aussi pour revoir la conférence, vous pouvez taper ces quelques petites lettres sur la barre internet et vous pourrez retrouver toutes les slides de la conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, vas-y. Il aime bien parler, donc il ne comprend pas le principe des questions avec un micro. Il va se présenter, il va parler de plein de choses qui l'intéressent. C'est sûr. Moi, je suis intéressé par qui il est. Moi, j'ai une question sur l'alimentation. Vous n'avez pas parlé du poisson. Je pense qu'il y a du pour et du contre. C'est quoi l'attitude à avoir vis-à-vis du poisson ? Alors effectivement, l'impact des poissons et justement de la pêche et de la surpêche aujourd'hui a quand même un impact important. Je crois que mes chiffres en tête sont plutôt de l'ordre de à peu près, peut-être pour la viande, enfin c'est à peu près un quart des émissions que par rapport pour une même masse de viande, pour une même masse de poisson, vous aurez un quart des émissions par rapport à la viande, quelque chose comme ça. Et après, il n'y a pas que le climat. Là, on vous a parlé beaucoup des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour les questions environnementales, il y a d'autres aspects sur la surpêche. Il y a question aussi du fait que les pêcheurs, notamment, surpêchent aujourd'hui et voient qu'ils vont surpêcher alors qu'ils savent qu'à long terme, ils ne pourront plus pêcher plus tard parce qu'ils auront vidé leur stock de poissons, enfin les stocks naturels de poissons. Voilà. Après, à prendre avec des pincettes. Est-ce qu'un jour, il n'y aura plus de fruits ou de... Plus de fruits ? Plus de biodiversité ?
Oh non, il y aura toujours de la biodiversité. La Terre, t'imagines, elle a subi des Big Bang, les dinosaures ils sont morts, mais la vie a continué. La vie sur la Terre, ça fait des milliards d'années que ça existe, et franchement, peu importe ce qui se passe, la vie sera toujours là. Donc ça, c'est sûr que là-dessus, il y aura toujours de la biodiversité. Après, le truc, c'est que nous, il faut qu'on arrive à faire passer le message à tout le monde, tu vois. Faut qu'on fasse comprendre à chaque humain sur Terre que là, on est en train de dérégler un peu le truc. Ça nous emmène vers quelque chose de pas top, et que du coup, la biodiversité, elle pourrait en prendre un coup, et aujourd'hui déjà la biodiversité, elle en prend un coup, et donc passer le message, mais en tout cas il y aura toujours de la biodiversité, il y aura toujours des animaux, il y aura toujours des insectes, il y aura toujours des poissons, il faut les protéger en tout cas. Ouais, j'ajouterais que c'est pas seulement la biodiversité, mais surtout nous, notre vie qui va être impactée, et que c'est une histoire de bien vivre finalement, plutôt que de questions de vie tout court. Vous avez dit par exemple aller sur les plages, mais pour ceux qui habitent loin des plages et aller en vélo, serait pas un peu décourageant? Je crois que la question c'est le fait que pour aller, on va souvent à la plage en vacances, mais est-ce que y aller à vélo, est-ce que c'est décourageant? En soi, je viens de rencontrer une personne hier qui me disait avoir fait de la France en vélo à partir de à peu près Grenoble jusqu'à la Grèce, ce qui a quoi peut-être tout ça à vélo en peut-être 3 semaines, ce qui est donc en soi, est-ce que c'est décourageant ou pas, ça dépend de en fait c'est plutôt il y aura toujours moyen de toute manière d'aller en train. Le train c'est décarboné, en tout cas en France, c'est-à-dire que ça met pas trop de CO2 pour la distance que ça, comme on a vu pour les transports juste à l'instant. Donc si t'aimes bien faire du vélo, tu peux y aller à la plage en vélo, mais si t'es un peu fatigué, si malheureusement t'es un peu malade ce jour-là, tu peux y aller aussi en train. D'abord, merci beaucoup pour mes enfants avant tout. Et je voulais juste demander pourquoi est-ce que vous avez aussi omis de parler de pollution numérique. Alors pas dans les matériaux utilisés, mais vraiment dans les données, la data. Est-ce que vous pensez que les enfants ne sont pas concernés par ce genre de pollution-là? Oui, évidemment, ils sont fortement concernés. Aujourd'hui, ils ont un grand usage du numérique, et dès le plus jeune âge. Alors forcément, c'est un problème important. On ne pouvait pas parler de tout aujourd'hui, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un problème qui mérite sa part et sur lesquels les enfants peuvent être très sensibles. Après, il faut aussi voir la chose dans sa globalité et faire attention avec les enfants à pas non plus culpabiliser, à avoir vraiment une démarche qui soit pas contraignante, mais vraiment apporter des solutions, apporter un esprit critique sur quelle est la situation, et puis apporter une pédagogie là-dessus avant de se dire ok, on va tout de suite limiter notre impact. Il faut que ce soit fait dans la joie et dans la bonne humeur. Donc c'est sûr que l'impact du numérique, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup, qui nous concerne tous de plus en plus, et les enfants plus particulièrement, mais en tout cas il existe aussi des ressources pour ça, pour essayer de comprendre, et on pourrait en reparler si vous voulez, mais en tout cas nous aussi avec les kits et du climat, on essaye d'en parler, donc voilà, ça peut être aussi une manière d'aborder ça à l'école. Qu'est-ce qui se passera si on empire en fait au lieu d'améliorer et de faire des actions bien en fait pour si c'est tout le contraire, qu'est-ce qui se passera quoi? Si on fait rien pour le climat? Ouais. Oui. Moi je peux pas te dire, je peux pas te répondre comme ça. En tout cas, il y a des scientifiques qui travaillent sur la question et qui essayent d'étudier qu'est-ce qui va se passer si il y a un changement climatique important. On l'a vu, Rémi nous le disait, en fonction des politiques qu'on prend, en fonction des politiques qu'on dit qu'on va prendre, en fonction de ce qu'on va faire, il existe plusieurs chemins possibles. On ne sait pas forcément où ils vont nous mener. En tout cas, ce qu'il faut, c'est essayer de faire les choses, de faire ce qu'on peut, de faire du mieux qu'on peut. Et on ne sait pas forcément à quel objectif on va atteindre, on ne sait pas si les 2 degrés on va atteindre, c'est notre objectif en tout cas, on veut absolument l'atteindre, on n'est pas sûr à 100% qu'on arrivera à l'atteindre, mais en tout cas il faut qu'on essaye de se mobiliser pour l'atteindre.
Après, comme je disais, il faut que ça reste dans une démarche où on le fait avec joie, avec plaisir. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est une contrainte et qu'on s'empêche de vivre pour faire ça. Il faut qu'on continue à vivre. Mais il faut qu'on ait bien en tête justement notre objectif. Et puis pour ça, on peut proposer, on peut en parler et on peut en discuter tout autour de vous, avec vos camarades et tout. Et comme tu l'as vu, en vrai, agir pour le climat, c'est pas quelque chose de très contraignant. C'est aussi quelque chose qui peut se faire vraiment dans la joie en soi. Même si on se dit que peut-être c'est pas très grave d'agir ou pas, ça augmente les incertitudes et les risques pour lesquels les conséquences peuvent être graves. Mais l'idée, c'est vraiment de faire ça dans la joie et la bonne humeur, quoi. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup. Ça nous a fait très plaisir de faire ça. Merci, énormément. Première fois avec autant de gens, en vrai. Et merci à la Fresque du Climat de nous avoir invités. C'était avec grand plaisir qu'on a fait cette conférence. N'hésitez pas à rejoindre Avenir Climatique.